Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'avant-dernière partie du reportage sur les maisons traditionnelles en pierre d'ardoise à Taïwan. Après les 3 premiers volets du reportage, les photos et les liens que j'ai publiés sur le site de l'émission, vous en savez déjà beaucoup. Mais il reste encore beaucoup à découvrir et je suis sûre que vous vous êtes posé la question des typhons et des tremblements de terre. J'ai tout naturellement interrogé Sakulyu Pavavalong à ce sujet. Et il m'a expliqué que dans son village, les anciens disaient qu'il y avait plusieurs sortes de typhons. Ceux qui survenaient à peu près une fois tous les 3 ans, ceux qui survenaient environ tous les 5 ans, et les plus forts, ceux qui survenaient tous les 7 ans et tous les 9 ans. Ces typhons avaient tous une appellation bien spécifique. Chaque typhon et tremblement de terre était un test pour les maisons en pierre d'ardoise. On pouvait alors savoir si la maison était suffisamment solide et si l'on pouvait continuer à y habiter ou pas. Si la maison était en mauvais état, elle pouvait s'effondrer sous l'effet du vent ou des secousses. Mais si elle avait été construite dans les règles de l'art, ce qui était le cas autrefois, en général les typhons et surtout les tremblements de terre permettaient de bien caler les pierres pour rendre la structure de la maison encore plus solide. Sakulyu rappelle que bien sûr, il fallait entretenir ces maisons et tous les 10 ou 20 ans changer certaines pierres défaillantes. Mais pour les Paiwan, ce que nous considérons aujourd'hui comme des catastrophes naturelles, c'était plutôt vu comme un aléa de la vie. On ne pouvait pas aller contre la nature, il fallait faire avec. Les Paiwan appelaient les typhons la force de l'année, c'est-à-dire la force du temps. Ils permettaient de tester les constructions, les cultures en pente ainsi que le système d'écoulement des eaux du village. Pendant les typhons, les jeunes sillonnaient les rues pour demander si les gens avaient besoin d'aide et pour vérifier l'état des habitations. Il arrivait que des maisons soient effectivement emportées. Mais comme me l'a raconté Sakulyu, pour les Paiwan, les typhons sont en même temps bienfaiteurs. Ils provoquent des éboulements de pierres dans certaines zones et de nombreuses pierres d'ardoise déjà cassées, pouvant servir à la construction, étaient charriées vers les rives des rivières. Parfois même des troncs d'arbres de zones forestières lointaines descendaient la rivière. Après le typhon, on trouvait donc souvent des pierres et du bois en abondance sur le rivage. Le chef du village rendait visite aux familles sinistrées pour savoir qui avait besoin de remplacer les matériaux de construction de leur habitation. Ensuite, les villageois s'entraidaient pour reconstruire ensemble les maisons qui avaient été emportées. D'après Sakulyu, les Paiwan disaient que les pierres et le bois trouvés sur le rivage après un typhon étaient comme les pellicules et les cheveux des dieux après qu'ils se soient lavés. Quand ils voulaient les récupérer, ils avaient donc une attitude humble. Ils imploraient les dieux pour leur demander l'autorisation d'utiliser ces matériaux pour reconstruire leur maison. Lors du typhon Morakot en 2009, le village de Davalan était parmi les plus touchés. Mais à cette époque, la plupart des maisons en pierre d'ardoise avaient déjà été remplacées par des constructions modernes et les glissements de terrain étaient notamment dus à la déforestation qui n'est pourtant pas encouragée dans la tradition Paiwan. D'après Sakulyu, la déforestation à grande échelle dans la région a débuté avec la colonisation japonaise et s'est poursuivie avec le gouvernement de la République de Chine à Taïwan, parfois en impliquant les populations autochtones locales, bien que ça ne corresponde pas à leur tradition animiste. Par ailleurs, un point qui m'a beaucoup impressionné dans ce que m'a raconté Sakulyu, c'est l'aménagement du village pour éviter les inondations. Les maisons en pierre d'ardoise sont construites sur des pentes qui peuvent parfois atteindre 30%. Dans un village qui compte 100 à 200 maisons, il faut veiller à ce que l'eau de pluie ne s'accumule pas dans la partie basse du village et qu'elle puisse bien être évacuée. Tout cela a été étudié très attentivement pendant les chantiers. Toutes les maisons et les rues étaient donc bordées de pierres placées verticalement pour canaliser l'eau. Cela permettait de la faire circuler dans la direction souhaitée. Autrefois, il n'y avait pas de route en goudron. C'était grâce à ce savoir-faire que l'eau était drainée et absorbée par le sol. Aujourd'hui, cette fonction est exercée par les canaux. Mais pour cela, il faut tout recouvrir de béton pour que l'eau s'accumule dans les canaux. D'après Sakulyu, ce n'est pas adapté à cet environnement en pente. La technique ancienne était plus adaptée, mais depuis l'utilisation du béton, ce système, qui avait été élaboré très minutieusement, a été complètement détruit. Quand j'ai demandé à Sakulyu si les rues du village n'étaient pas glissantes à l'époque, il m'a répondu avec le sourire que contrairement à ce qu'on pourrait penser au premier abord, les rues en pierre d'ardoise d'autrefois étaient en fait bien moins glissantes que les rues en goudron.
Mais les pierres d'ardoise n'étaient pas disposées en grandes plaques comme à l'intérieur des maisons ou en petits pavés comme à Paris. Elles étaient disposées verticalement, un peu penchées, comme vous pouvez le voir sur les photos, et reliées entre elles par de la terre argileuse. On plaçait à quelques mètres d'intervalle des pierres un peu plus hautes pour retenir l'eau de pluie. L'eau s'accumulait alors devant cette pierre avant de déborder et de continuer à couler. Cette pierre permettait également de retenir la terre argileuse qui s'y accumulait et après la pluie, les voisins nettoyaient cette terre accumulée et le système fonctionnait à nouveau. En se promenant dans le village, nous sommes passés près d'un muret en pierre. Les pierres étaient disposées dans plusieurs sens différents, formant des motifs. Sakulyu m'a expliqué que les anciens construisaient ainsi simplement parce que ces motifs étaient beaux. Au passage, Sakulyu rappelle que la plupart de ces murets en pierre tiennent mieux que le ciment. Certes, le ciment peut durer longtemps, mais pas aussi longtemps que les pierres. Pourquoi ? Tout simplement parce que les pierres sont un matériau naturel, et le ciment un matériau façonné par l'homme, m'a dit Sakulyu. Toutefois, monter des murs en pierre nécessite davantage de main-d'œuvre. Et oui, ça prend du temps. Ce n'est pas aussi facile à réaliser qu'un mur en ciment. La principale différence, c'est qu'il faut un savoir-faire. En revanche, la durée de vie d'un mur en pierre est plus longue. Par exemple, le mur en ciment à côté duquel nous nous trouvions n'a même pas 20 ans et il commence déjà à se déliter, il y a des fissures à certains endroits, tandis que ce muret en pierre avec des motifs, qui est encore en très bon état, on ne sait pas exactement de quand il date, mais il est peut-être plus vieux que Sakulyu et peut-être même plus vieux que son père. Voilà une belle transition pour parler du temps qui passe. Sakulyu Pavavalang est un artiste, un bâtisseur et je dirais aussi un philosophe et un conteur. Lui qui a vu le mode de vie des Paiwan changer du tout au tout en 50 ans, a beaucoup d'expériences à partager. Je l'ai interrogé sur la notion de temps qu'il avait évoquée dans l'un de ses livres. On vit dans une société capitaliste. Pour les capitalistes, le temps c'est très important. Il faut faire le plus de choses possible en un minimum de temps. Il faut gagner de l'argent le plus rapidement possible. Dans les pays capitalistes, le temps c'est de l'argent. Mais nous on considère que le temps ce n'est pas de l'argent. Le temps c'est la vie. Nous essayons d'avoir le plus de temps libre possible. Pour nous, ne pas travailler, c'est ce que nous préférons. C'est plus précieux que l'argent. Comment peut-on faire pour dire aux gens qui vivent très vite que s'ils freinent et ne font rien pendant une journée, ça c'est le bonheur. Plutôt que de rester assis des journées entières dans un bureau stressé, est-ce que ce n'est pas gaspiller une journée pour gagner de l'argent ? Ce sont deux conceptions différentes de la vie. Par exemple, les personnes de 80 ou 90 ans, même si leur santé n'est pas forcément très bonne, ils utilisent le temps lentement. Dans la majorité des cas, les gens qui vivent lentement habitent loin des villes. Quand un citadin se rend dans un endroit reculé et voit une personne indolente, il s'étonnera et lui demandera pourquoi il est si paresseux et ne travaille pas. Inversement, celui-ci demandera au citadin « Mais pourquoi travailles-tu ? » « C'est pour gagner beaucoup d'argent, lui répond le citadin. Et avec cet argent, je vais pouvoir me balader et m'amuser partout. Est-ce que tu ne trouves pas ça bizarre de passer tant de temps à gagner assez d'argent pour pouvoir t'amuser ? Nous, on est ici, on n'a pas besoin d'argent et on passe du bon temps tous les jours. C'est une conception différente de la vie. Le temps, ce n'est pas de l'argent. Le temps, c'est la vie. Il faut profiter de moments où l'on n'a pas à travailler. Les gens riches ont dit que leurs poches sont très profondes, mais ils sont devenus des robots. Cela vient du fait que dans les pays capitalistes, l'argent est associé à l'honneur. Quand j'étais petit dans mon village, les anciens vivaient une vie lente. Moi et ma génération, qui a aujourd'hui la cinquantaine, nous avons vécu à moitié lentement et à moitié vite. Mais plus j'avance, plus je me dis que vivre trop vite n'a pas de sens. Si je peux faire une chose par jour, c'est déjà bien. Je me suis rendu compte que je suis plus heureux quand je vis lentement. La semaine prochaine, ce sera la dernière émission de cette série. Nous essaierons de comprendre pourquoi les autochtones ne construisent plus en pierre ou très rarement. Personnellement, je ne m'attendais pas à ce que Sakulyu m'a raconté. J'avais en tête un tout autre scénario. Je vous invite donc à ne pas rater la prochaine émission pour comprendre ce qui s'est passé.
Je vous quitte en musique sur cet air joué à la flûte nasale par Xu Weimin ou Zalet, de son nom Paiwan, le cousin de Sakulyu Pavawajan. C'est une chanson pour consoler l'âme. Voici l'explication qu'en donne Sakulyu. La flûte nasale Paiwan est composée de 2 flûtes en bambou, l'une qui a des trous pour placer les doigts et jouer la mélodie, l'autre sans trous pour l'accompagnement. Cela représente les liens fraternels. Selon une légende Paiwan, il y avait autrefois une famille dont les parents privilégiaient toujours le fils cadet en lui donnant de bonnes choses à manger au retour de la chasse et de la pêche, tandis qu'ils ne donnaient au fils aîné que des os et des cafards. Le fils aîné, se sentant mal aimé, s'est enfui, mais le frère cadet ne voulait pas l'abandonner et l'a suivi. Ils se sont assis tous les deux près d'un pont dans la région de Meinong et se sont mis à chanter des lamentations, accompagnés par la brise et le chant des oiseaux. Plus tard, ces 2 frères sont devenus 2 montagnes. La mélodie de la flûte, ce sont les pleurs du frère aîné, et l'accompagnement, c'est la complainte du frère cadet. Jusqu'à ce jour, les Paiwan appellent toujours ces 2 montagnes les montagnes des 2 frères.